C'est la première photo après des 10 jours, tu vois, de tous les... Oui, les téléphones. Et ça, c'était dramatique parce ils ont fait, surtout à nos mères, nos sœurs et tout ça, ils faisaient même des contrôles vaginaux. Salut les boubis! Coucou! C'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui sur ma chaîne. On va parler dictature argentine. Et puis je suis avec Sergio à côté de moi qui est le témoin de mariage de mon mari. Là les gens ils pensent tous que mon mari il a ton âge. Ah si, non, il est beaucoup plus jeune, non, ça pourrait être mon fils. Oui. Ils ont écrit avec un collectif, un livre collectif qui s'appelle... Tout à fait. De l'autre lado de la Mirilla. Le livre il a été traduit et il va sortir le 24 mars dans les librairies en français cette fois. Moi j'ai déjà lu. Et puis on est là aujourd'hui pour faire la promo de ce livre qui m'a en fait beaucoup touchée, beaucoup émue parce que moi c'est quelque chose que je connais pas du tout. Je suis un peu ignorante, hein. Ça m'a fait plonger en fait sur qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans tout simplement, c'est même pas très loin finalement. On parle que de 40 ans et puis c'est de la dictature argentine. Mais c'est 40 ans et c'est 11 000 km de distance. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut expliquer, il y a presque 2 générations au milieu, alors c'est compréhensible que pour toi c'est un peu loin. Non, c'est comme ça. Mais dans ces moments-là, dans les années 70, on faisait partie d'une jeunesse 21, 22, 20, 24. Une jeunesse pleine d'espoir, pleine d'illusions, pleine d'utopies. Dans le cadre d'un pays qui, à partir de 1930, jusqu'à ce moment-là, je parle du commencement des années 70, a vécu presque toujours dans une situation de coup d'État. On parlait toujours de l'homme nouveau, d'un monde meilleur, d'une société plus juste. Mais justement, pour un monde meilleur, une société plus juste, si on remonte un peu plus haut, avec Perón, justement, lui, c'était quelqu'un de basse classe qui a gradé petit à petit, il a été secrétaire de travail, oui, tout à fait. Et puis ensuite, il a pris le pouvoir. Lui, il a quand même, à un certain moment donné de l'histoire, amené, par exemple, un travail maximum, une durée de travail, des conditions sociales qui étaient quand même beaucoup plus favorables pour le peuple. Absolument. Dans cette période que je t'ai parlé, de 1930 à 1976, qu'il y a eu le dernier coup d'État et le commencement de la dernière dictature, les 10 ans de péronisme, que c'était entre 45 et 55, je dirais que c'était les seules périodes où tout ça allait bien. Ça allait bien dans le sens qu'il y a eu une progression économique significative de l'Argentine. Elle est devenue 5e puissance mondiale à partir de l'exportation. Possibilité à partir de là que les femmes puissent voter. Il y a eu, ça n'existait pas les vacances, par exemple, pour les travailleurs. Ça n'existait pas l'assurance maladie. Alors, toute cette conquête sociale, c'est de cette période. Et vraiment, entre les 55 et 76, cette 20e année, les périodes de démocratie, ils étaient très très petits. Moi, je suis né en 1953, alors nous, notre vie comme jeunes, comme adolescents, c'était toujours dans le cadre des situations limites de l'inexistence de la démocratie. Alors notre lutte, notre rébellion, c'était plutôt pour dire qu'on veut un monde un peu plus démocratique, avec la participation citoyenne, la possibilité de voter, la possibilité d'étudier sans être persécuté. Ça, c'était vraiment des revendications très concrètes. Oui, c'était des revendications. Absolument. En plus, complètement honnête et justifié. Étudier en étant tranquille, c'est pas non plus demander la lune. Quoi. Absolument. C'était quelque chose de sain. Quoi, ça pourrait être demander ce qu'est n'importe quel jeune Suisse aujourd'hui. En fait. Quand, à un certain moment donné, vous avez senti que la pression, elle montait, je pense,
Donc toi, avec ton frère Claudio, vous étiez à Rosario, c'est juste? On était à Rosario, qui c'est une ville qui est à 350 km à l'ouest de Buenos Aires. Et au commencement des années 70, c'est quand j'ai commencé l'université, mon frère Claudio, qui était 3 ans plus aîné que moi, et il était déjà à l'université. Et ensemble, on a commencé à poser beaucoup de questions. Il faut dire qu'on venait d'une famille où les valeurs d'équité, les valeurs de homme nouveau, ils étaient très présents de la perspective chrétienne. C'était surtout Claudio et toi qui étaient très impliqués dans tout à fait, ces tout à fait. Et vous aviez entendu que des personnes disparaissaient parce que ça, Alors, tout à fait. Dans ces moments-là, quand on a commencé notre militance, c'était la fin de la dictature précédente. C'est un peu compliqué à niveau historique, mais il y avait une dictature très répressive d'Onganía qui était établie en 1966. Et là, il y avait beaucoup de répression, mais à Rosario, il y a eu déjà 1 ou 2 cas de collègues qui s'étaient disparus. C'était pas la normalité, mais chez nous à Rosario, on a vécu que c'était un copain, un ami à nous, qui s'appelle Tacuarita Brandas. Il était étudiant, il était militant social. D'un jour à l'autre, il était arrêté, il est disparu, jamais plus. Quand tu dis répression, ça veut dire que c'est quoi pour toi quand il y a la répression? Le climat global politique, c'était absolument périmé, c'était vraiment, il y avait un climat prédictatorial. Et comment tu sens qu'il y a un climat prédictatorial? Ça veut dire que par exemple... Qu'il y avait par exemple déjà des lois contre la liberté personnelle qui s'étaient déjà installées. Par exemple, tu n'avais pas le droit d'avoir les cheveux. Voilà, et après 10 heures, tu ne pouvais pas circuler. Il y avait déjà et ça c'est très important, il y avait déjà avant le coup d'État des groupes paramilitaires qui fonctionnaient. Qui circulaient comme ça. Ils savaient déjà commencer à prendre des gens et les faire disparaître avant le coup d'État. Et ça, vous avez su que les gens disparaissaient et puis étaient probablement assassinés? Absolument. En tout cas, moi, à la fin de 1974, j'étais militant déjà reconnu dans l'université, dans ma faculté. Et à partir de la détention d'un collègue qui a sauvé la vie après, il a pu dire, écoute, dans les moments de la torture, ils ont demandé pour toi. Et alors, c'était ça qui a mené qu'en fin 1974, j'ai dû quitter l'université. Ça devenait trop dangereux pour toi? Ça devenait trop dangereux. Déjà, là, tu savais qu'ils te recherchaient? Je savais qu'ils me recherchaient. Ou pour en tout cas que tu fermes ta bouche. Tout à fait, tout à fait. C'était clair que ma situation elle est devenue déjà très fragile. On avait toujours peur, tu vois, vers l'autorité parce que les militaires, la police, c'était symbole de répression. Et puis finalement, après une année, là vous vous êtes fait capturer. Voilà, c'était 10 jours avant le coup d'État et une nuit, et ils sont arrivés... Tu dormais? Moi, je dormais. Claudio, il avait beaucoup d'insomnie, alors il était réveillé. Il était au balcon, et vers 3 heures, il vient, il me dit « Sergio, attention, il vient nous chercher ». Alors, je me suis réveillé, je suis allé au balcon. Essayez de vous échapper quand même. Voilà, et on a vu qu'il y avait tout un dispositif, mais en civil. Alors, on ne savait pas si c'était un groupe paramilitaire ou si c'était la police. Ouais. Alors là, on a pris la précaution de monter sur les toits de notre maison. Que vous deux? Nous deux. Non, on était nous deux. Ouais. Et on a passé par des terrasses et on a avancé, je te dirais, 30-40 mètres. Mais là, il y avait un moment qu'on ne pouvait pas suivre parce qu'il y avait des vides. Alors là, on était conscient qu'on ne pouvait plus avancer, mais ça nous a beaucoup aidé parce que comme ils ont pensé, ce groupe,
dans ces moments paramilitaires, ils ont pensé que nous, on pouvait être armés. Ils s'étaient obligés à commencer à faire déplier tout un appareil militaire plus grand, même avec des lumières qui jetaient toutes dans les quartiers parce qu'ils ont pensé qu'on était armés, que ce n'était pas le cas. Alors ça a compliqué l'opération, mais ça a prolongé l'opération. C'est-à-dire que cet opératif qui a commencé à 3 heures, finalement vers 6 heures du matin, ils ont pu nous capturer. Du pain blanc. Ouais, parce qu'il faut du pain blanc. C'est mieux, tu vois, parce que c'est un type de miette si tu fais avec du pain intégral. Et là, on n'avait pas d'intégral, alors qu'on avait un pain blanc. Alors ensuite, il est emprisonné à Rosario d'abord, et puis un mois après, ils sont transférés à Coronda. Et là, c'était extrême sécurité, comment vous l'appelez? Maxima seguridad, una cárcel de máxima seguridad. Voilà. Et là, en fait, au pavillon 5, c'est de là qu'est né le livre, en fait. Tous les témoignages à partir de ce qu'on a vécu en tant que prisonniers politiques. C'est clair que le pavillon 5 et dans un moment le pavillon 6, ils s'étaient classés comme des pavillons où il y avait les prisonniers les plus dangereux, les moins récupérables, les non récupérables. Et là, mais alors vous n'étiez pas dangereux, vous étiez juste opposé à la dictature et puis juste envie d'avoir une vie normale, il faut juste le répéter, quoi. C'est pas, tout à fait, oui, mais les critères de dangerosité établis pour une dictature, tous ceux qui pensent différent, grave, même si c'est une perspective démocratique, est grave, et tu es considéré un opposant irrécupérable. D'ailleurs, c'est de là qu'en fait vient aussi le titre du livre, Ni fou ni mort. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Tout à fait, c'est-à-dire la version française qui va apparaître le 24 mars s'appelle Ni fou ni mort. Pourquoi? Parce qu'un des commandants de gendarmerie, qui c'était le directeur de la prison, et il nous a dit à plusieurs d'entre nous, vous sortirez jamais d'ici. Et si vous sortez d'ici, ça va être ou bien fou ou bien mort. Alors nous, après 40 ans de faits, on est vivante, on continue à croire à beaucoup de valeurs sociales, à un homme nouveau, à un autre monde possible. Alors on a dit non, notre livre en français devrait s'appeler Ni fou ni mort. Aujourd'hui, t'es grand-papa. Oui. Et puis, journalistes, ils n'ont pas réussi à te rendre fou, encore moins mort. Moi, je pense que non, que c'est vraiment, quand je vois pas seulement moi, mais je vois la grande majorité des collègues, des anciens prisonniers politiques du pavillon 5, du pavillon 6, qui ont passé par Coronda, si je fais une vision globale, il y a une grande quantité de collègues, tout de même, qui ont continué à être des hommes libres à niveau de la pensée. On a une certaine rébellion contre l'injustice. Alors je pense que les objectifs de la dictature, à niveau de nous faire devenir fous ou morts, ils n'ont pas réussi. Il était un régime brutal de destruction psychologique, physique, parce que tout était interdit. Pour toi, c'est quoi ce qui était le pire? Écoute, il y a la question de l'isolement avec le monde extérieur. On était entre mars 76 ou avril 76 et commencement 77 et sans visite, sans contact avec le monde extérieur. Vous pouviez vous parler, j'ai lu dans... Là, on pouvait parler dans un moment, mais le régime allait dans le processus de nous empêcher la communication interne. Là, vous discutiez, j'ai vu, par les toilettes. Alors, il y avait de différentes façons de se communiquer. La façon, originalement, c'était d'ouvrir les fenêtres et de parler avec les voisins du côté ou d'en bas ou d'en haut, par la fenêtre sans se regarder. Ça, on parlait d'un quartier, un petit quartier. C'était 6 cellules, 3 étages, 6 cellules qu'on pouvait se communiquer par la fenêtre. Dans un deuxième moment,
ils nous ont obligés à fermer les fenêtres. Ouais, bien sûr. Pour éviter la communication. Alors on était toute la journée, même avec une grande chaleur, sans la possibilité de se communiquer. Alors dans ces cas-là, on a cherché tous les systèmes de communication. Et un des systèmes de communication, c'était qu'il y avait dans les cellules un lavabo et il y avait un WC qui se communiquait avec les lavabos d'à côté et les WC d'à côté et en bas ou bien en haut. Alors on vidait les toilettes. Comment? Avec on avait une machin pour boire Avec le truc que vous utilisez pour boire, vous videz les toilettes? Bien sûr, après on les nettoyait un peu, mais c'était ça qu'on avait. Non, c'est clair, il n'y a pas de limite. Hein, quand voilà. Alors on vidait les toilettes, on vidait absolument les toilettes et les tuyaux du toilette, ou bien du petit lavabo, communiquer avec les cellules d'en bas ou d'en haut, ça dépend où est-ce que tu étais placé, et ça permettait d'avoir une sorte de communication type téléphone, mais que ça nous permettait à 6 cellules d'être communiquées. Alors, il y a, je pense que dans les livres, un dessin qui on parlait tous. Et alors, on était tous avec la tête dans les toilettes. Il y avait ce système de communication. Il y avait aussi un système très important que c'était les morses. Oui, ça tu sais encore? Si. C'est-à-dire, c'était chaque lettre du morse, comme les télégraphes anciens, c'était lié ou bien à point ou un tréma, pour dire comme ça. Alors, c'était l'autre façon de communiquer avec les copains à travers les murs. Et non, tu peux pas non plus faire une discussion très longue et très sérieuse. Mais on avait le temps. Oui, c'est vrai. Alors, tu vois, quand tu as 23 heures sur 24 ou 24 heures sur 24, les temps, c'était... Alors, même si tu dis 15 mots dans une demi-heure, tu t'en fous. La question, c'est de ne pas se sentir isolé, de ne pas se sentir tout seul et de pouvoir, même si tu disais « Hola, comment tu vas ?», c'était déjà une conquête, ou c'était la grande lutte de la journée. Alors, il faut voir que pour nous, le temps, c'était notre allié. On avait tout le temps, c'est clair, c'est inimaginable avec la vitesse actuelle des emails, des WhatsApp et tout ça. Mais là, quand tu es dans une cellule de 3 mètres par 4 ou 3 mètres par 3, alors le temps, ce n'est pas un problème. Alors, les morses, c'est une possibilité de communication. L'autre élément très important de la communication, c'était la communication par les mains. Nous, on avait adapté un système qui c'était qu'avec la main. Alors, c'est Sergio, c'est mon nom, c'était S-E-R-J-I-O. J'ai lu dans le livre un moment où vous devez marcher en file indienne pour ne pas pouvoir, vous ne deviez pas vous arrêter et ne pas parler. Voilà, alors, mais à ce moment-là, on allait en avant et quelqu'un parlait avec les mains derrière, tu vois, et l'autre, les collègues, les copains qui venaient derrière, ils lisaient, si c'était nécessaire, ils m'avançaient ou nous avançaient et ils répondaient avec les mains. Question, la porte de la cellule. Et en bas, tout en bas, il y avait des petits trous qui c'était un peu pour la respiration. Et là, ça nous permettait de regarder pour ces trous la porte de la cellule du collègue qui était en face. Parce que c'était un pavillon, il y avait des cellules en face. Alors, on utilisait les morses avec les doigts. Tu voulais faire un point de morse, tu faisais comme ça. Et si tu voulais faire la ligne, tu faisais comme ça. Et pour la réponse de cette minute, mes chers Evienne, on avait toute la journée à notre disposition, on avait tout le temps. Et le plus important, c'est de savoir que l'autre collègue, il était en face. Et c'était très important parce que beaucoup de fois, il y avait des changements de cellules. Des fois, ça arrivait que vous ne compreniez pas. Ou s'il y a un nouveau qui arrive, il ne comprend rien. Voilà, c'était aussi le cas. Mais voilà, ça compliquait. Mais la première chose quand il y avait un nouveau, c'était vraiment l'apprendre en vitesse, soit par la fenêtre, soit par
les systèmes de Morse et les systèmes de communication avec. Le problème, c'est qu'on devait se communiquer dans le cas d'un pavillon qui était contrôlé par les gardiens, où il y avait une présence systématique des gardiens. Alors, il fallait, pour nous communiquer, assurer un certain contrôle de sécurité du pavillon. Et là, on a inventé le périscope qui est devenu le principal allié, parce qu'avec le périscope, depuis l'intérieur de la cellule, on pouvait contrôler les mouvements des gardiens et on pouvait savoir quand les gardiens ils étaient présents, ils étaient en train de marcher par le pavillon, ou quand est-ce qu'il n'y avait pas de gardiens dans le pavillon, alors qu'on pouvait nous communiquer. Alors le périscope, c'est devenu le principal, c'était les critères de radar, ou de périscope pour les sous-marins. Exactement. Des sous-marins, c'est pour ça. Mais du coup, comment vous les fabriquez, ces périscopes? Alors, c'était toute une histoire très simple. On en fabrique un? Oui, okay, fabrique un. Ouais. On fait quoi? Alors, on lance. Alors, la fabrication du périscope, c'était vraiment très simple. Et on avait des éléments absolument artisanaux. On avait du pain, ça c'était essentiel pour faire un périscope. On comptait toujours des petites morceaux de vitre parce qu'il y avait des fenêtres qui se cassaient. On travaillait la mie du pain, on recevait le pain frais. On faisait une sorte de petite masse, qui c'est un grand allié parce qu'on l'utilisait pas seulement pour le périscope, mais pour faire des artisanats. Et le principe, c'est transformer les mie de pain, les fer noir, puis on mettait les vitres qu'on les travaillait dans la pierre de la fenêtre, parce qu'on avait beaucoup de temps du vitre, on travaillait les vitres, c'est-à-dire pour la... Ça restait un vitre avec les fonds noirs. On prenait après une paille du balai, que ça on avait aussi, et ce petit appareil qui s'appelle périscopio, on pouvait sortir ça comme ça, ou bien pour les petits trous de la ventilation de la porte. Et avec ça, et c'est pour ça qu'on l'appelait périscopio, qui jouait le rôle d'un miroir, si on était jeté par terre, on pouvait contrôler de l'intérieur de notre cellule les mouvements du pavillon. On relativisait tout, même la situation plus Mais ça, dramatique. je trouve qu'on le sent dans le livre. Il y a même des moments quand je le lisais, alors que c'est complètement dramatique, parce que vous êtes prisonnier, torturé, isolé. J'ai même ri. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a une partie que pour moi, ça révèle. C'est quand ils ont fait le grand contrôle, la requisa, c'était le 5 juillet 77, qui nous ont amenés à la cour de la prison, ils nous ont enlevés de la cellule, ils nous ont mis à tous là, presque nus. Là, j'ai pensé qu'on était tués. Et dans ce moment-là, il y a un silence brutal, il y a un copain qui pète. Mais fort. Et l'humour nous a permis de nous mettre dans ces situations d'avantage, dans des situations très dramatiques. Et c'est clair. Ça, je trouve qu'on le sent très fort dans les livres, non? Ça revient, on les sent. Et j'aime bien aussi comme c'est expliqué avec des dialogues, c'est pas simplement écrit l'histoire, c'est vraiment on arrive à se positionner comme vous l'avez vécu vous. Oui, à partir des dialogues. L'année passée, en octobre 2019, vous êtes retourné visiter cette prison. On a visité la prison avec un groupe de 8. Ça t'a fait quoi comme... Moi, j'étais déjà en 2003. Avec un groupe de trois copains, quand on finissait les livres, j'ai eu la possibilité que là, je récupérais les dossiers. Donc ça se passait exactement au même moment que Sergio il a été enlevé. On enlevait également aussi des couples ou des femmes enceintes. Et si la femme était enceinte, on la laissait accoucher en cellule. Et puis ensuite, on prenait l'enfant, on tuait la mère. C'est environ 500 bébés qui ont été enlevés, disparus et placés dans des familles en fait
Alors, dans le pire des cas, même des tortionnaires, donc des assassins des mères, ou dans d'autres familles qui avaient simplement le vœu d'avoir un enfant et qui ne pouvaient pas le faire. Aujourd'hui, chaque jeudi, c'est juste? Chaque jeudi, les grands-mères, donc elles qui vivent, pour certaines encore, dont leurs filles ont disparu ou ont été assassinées, recherchent leurs petits-enfants. Voilà, le livre, il sort le 24 mars 2020. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai les liens dans la barre d'infos. Vous pouvez vous le procurer. Est-ce que c'est dans toutes les librairies? Ça va être dans toutes les librairies, sinon ça va être en contact ou bien avec nous, ou bien même avec toi. Oui. Et ou bien avec la maison d'édition de l'air, de VV, qui c'est la maison d'édition qui édite les livres. D'accord. Voilà, j'espère qu'on vous aura appris un peu plus de l'histoire. Moi, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Merci à toi, Karine. C'était génial. C'était un moment spécial et bon courage. Ouais. Ça nous indique que malgré tout, le rêve collectif, c'est toujours très important et ça impose à n'importe quelle difficulté. Moi, je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Puis en attendant, tchuss! Tchuss! Merci.